Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici, Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. 1987, quelle année pour le Canada! La monnaie royale canadienne a présenté une toute nouvelle pièce, le UR. Dans notre province, la chaîne TV Ontario a lancé sa chaîne francophone TFO. Et à Toronto, la construction du Sky Dome a commencé. Voyons à présent quelles idées partageaient les députés. Il n'y en a pas? Période des questions. Le chef de l'opposition. Pas de déclaration, pas de Premier ministre. Avant que le chef de l'opposition commence son discours, je dois dire que je m'attends à recevoir le Premier ministre et le ministre de l'Éducation très bientôt, ainsi que d'autres ministres encore. Dans la présence de seulement 9 ministres, j'ai une question destinée à l'un des ministres qui est vraiment soucieux d'assister aux sessions, c'est-à-dire le trésorier. J'aimerais lui poser cette question. Hier, en réponse à une question qu'on avait posée à propos de la situation de la compagnie Kimberly-Clark, vous avez dit qu'il va y avoir de nouvelles batailles concernant qu'on craignait l'avènement de nouvelles guerres en ce qui concerne cette question. Je me demande si vous pouvez élaborer davantage. Un des membres de la galerie des tribunes de presse m'avait posé cette question à la suite des discussions qu'on a eues en chambre. Et il m'a demandé si c'était quelque chose qu'on devrait étudier. Alors, j'ai dit oui. J'avais dit que c'est une question d'ordre secondaire qu'il faut toutefois étudier. Et je voudrais dire que c'est une question très importante, mais ce n'était pas aussi importante que le maintien du niveau d'emploi ou de diminution de pollution, qui sont pour nous très importantes. Question supplémentaire. Comme vous essayez de trouver des raisons pourquoi ne pas aider la population de Terrace Bay, vous faites preuve encore une fois de négligence totale de la part de votre gouvernement en ce qui concerne les questions touchant le commerce international. Est-ce que le trésorier est au courant du fait qu'au cours des dernières années, 10 usines dans le nord de l'Ontario ont reçu 125 millions de dollars de l'aide du gouvernement de l'Ontario et du gouvernement fédéral, et qu'à la suite de cette aide, il n'y a pas une seule indication du gouvernement américain ou du gouvernement canadien ou du ministère de Commerce ou de vos propres fonctionnaires que ce programme de 125 millions de dollars a causé des inquiétudes en ce qui a trait aux questions touchant le libre-échange ou de subventions illégales ou injustes. Je crois que l'honorable député a raison. Je sais qu'il a raison quand il parle des paiements versés aux usines, paiements qui n'ont rien à voir avec la diminution de la pollution, mais qui touchent plutôt le processus de la fabrication. Mais je n'ai pas soulevé la question des difficultés sur le commerce moi-même, mais j'ai tout simplement dit que c'est une question qui nous inquiète, et je peux le répéter maintenant. En fait, pendant l'époque où le gouvernement fédéral utilisait ses fonds pour améliorer les usines et maintenir l'emploi, les problèmes concernant le commerce n'ont pas fait surface, n'étaient pas aussi sérieux tels qu'ils le sont maintenant. Je suis sûr que l'honorable député sait combien ils sont importants maintenant. Je voudrais dire au trésorier qu'il a mal compris de nombreux points. D'abord, les questions sur le commerce étaient un problème à cette époque. La question du bois d'œuvre était discutée en 1983. Le ministre s'était rendu à Washington à plusieurs reprises
C'est ce que vous n'avez pas fait. Deuxièmement, le trésorier est mal renseigné et a tort quand il dit que le programme de diminution de la pollution ne faisait pas partie de ce programme. Je peux le dire, en tant que ministre responsable de ce programme, moi-même et mon collègue de Muskoka ont participé à des négociations pour négocier 10 accords avec 10 compagnies afin de trouver des crédits pour la diminution de la pollution. Nous avons vérifié avec la Commission internationale sur le commerce et nous avons trouvé ce matin qu'il n'y a pas de demande ni de questions concernant la pollution. Par conséquent, ma question est celle-ci. Pourquoi, dans une tentative de trouver des raisons pour ne pas aider la population de Terrace Bay, pourquoi est-ce qu'il aurait été si mal avisé que de soulever des techniques d'épouvante et de parler des problèmes avec du commerce avec les États-Unis? Monsieur le Président, je vous suggère que l'honorable député me prête des propos qui ne sont pas tout à fait exacts et que je ne pense pas du tout que ce soit nécessaire d'établir des barrières. Nous voulons maintenir le taux d'emploi et nous voulons qu'on respecte les normes concernant l'environnement qui ont été établies pour la province. Nous pensons que nous pouvons le faire dans les meilleurs intérêts du développement de nos ressources, du maintien de l'emploi, du renforcement de notre position concernant l'écologie ou l'environnement et suivre la voie tracée par le ministère de l'Environnement, et ceci dans les meilleurs intérêts de la population. Nouvelle question. Vous donnez des réponses comme ça, un peu au hasard, sans vous rendre compte de l'importance de vos propos. Nouvelle question, nouvelle question. Ma deuxième question, Monsieur le Président, s'adresse au ministre de l'Environnement qui, aujourd'hui, est parmi nous. Je lui pose donc une question. Il a certainement eu pour sa part beaucoup de temps pour réfléchir. Alors voici la question. L'ouverture d'un palais de justice. Nous aimerions savoir si, oui ou non, il a demandé au trésorier s'il peut obtenir des fonds pour nettoyer justement ou venir en aide à Kimberly Clark, et si, quel est le montant. Déjà hier, le leader de l'opposition a créé tout un tollé concernant cette question. Et il se trouve que le ministre de l'Environnement, hier, se trouvait à une réunion concernant les puits acides et était également à Ottawa. Cette conférence était très importante. Elle traitait de l'environnement aussi. Et si je n'étais pas présent à cette réunion, la personne qui serait aujourd'hui en train de prendre la parole, en train de critiquer parce qu'il serait en train de dire que je ne veille pas aux intérêts de l'Ontario, serait nul autre que le leader de l'opposition. À l'ordre, à l'ordre. À l'ordre. Le ministre a-t-il une réplique? Certainement. Et j'espère qu'elle n'est pas trop teintée de rose, si je puis dire, pour le leader de l'opposition, étant donné que lui, on a déjà traité de personnes roses ou rosées. Quoi qu'il en soit, je suis sûre que je puis vous dire que il y a un certain intérêt dans cette question et j'ai même encouragé et stimulé d'avoir certains renseignements qui proviennent de différentes sources et j'ai également reçu divers renseignements. On a également donné certaines opinions et j'aimerais d'autre part ajouter que j'ai toujours une très grande estime pour l'opinion du trésorier. D'autre part, j'ai entièrement confiance en mon collègue de longue date, le trésorier de cette Chambre. Supplémentaire, commentaire inaudible. Ce qu'on aimerait savoir, c'est si vous avez autant de pouvoir et d'influence auprès du premier ministre que n'en a Dave Schwartz.
Bon. Oui, la réponse est très évidente. Oui, alors ma question, posez votre question. Ma question est donc la suivante. En septembre dernier, il semblerait que vous avez réussi à obtenir des fonds du trésorier pour quelques 84 000 $ pour nettoyer une fonderie. Et tout ceci parce qu'il y a eu des problèmes avec les puits acides que vous discutiez justement hier à Ottawa. Ma question est donc la suivante. Si vous étiez en mesure d'obtenir 85 000 $ de la part du trésorier pour pouvoir combattre les ravages des puits acides et que vous trouvez cet argent pour Inco et d'autres compagnies, ne seriez-vous pas prêt à faire exactement la même chose pour combattre les problèmes de pollution de l'eau pour d'autres compagnies? À Terrace Bay, par exemple. Encore une fois, j'aimerais indiquer qu'on a discuté des problèmes dans l'environnement à Ottawa au cours de la conférence hier avec d'autres ministre de l'Environnement, mes homologues. Et il y a une réunion à laquelle je n'ai pas pu me trouver lundi parce que j'étais à la Chambre en train de répondre à vos questions ou aux questions. Monsieur le Président, le leader de l'opposition, je crois, doit savoir, parce que je sais qu'il tient très à cœur ces questions de l'environnement. Donc, il devrait être au courant que lorsque j'en ai discuté avec M. McMillan et un ministre fédéral récemment, qu'on pensait que si, en 88, on pourrait croire que ce serait une bonne idée, lorsque le rapport serait publié, donc à cette date, concernant la situation de pollution des fonderies pour Smelco et Falcon, etc., et que si ceci pourrait venir en aide pour être conforme au règlement concernant les puits acides, s'il pouvait prouver que le besoin existe au gouvernement fédéral, alors dans ce cas, on serait prêt à octroyer ces fonds en fonction des besoins et des critères qui seraient établis. Par conséquent, nous parlons encore de quelque chose qui va se passer dans quelques années et pour lequel il faudra des preuves justificatives. J'ai déjà dit au cours des quelques semaines à la Chambre que nous avons examiné toutes les possibilités et on a examiné donc possibilités financières, environnementales, enfin toutes les options possibles pour pouvoir obtenir le meilleur arrêté d'intervention qui, à notre avis, sera le plus efficace. Dernière supplémentaire. Or, ce que vous avez, c'est que vous avez une province qui a été clairement énoncée. J'aimerais citer le ministre. Le 3 août, il a dit « Nous sommes en train de bien utiliser nos fonds pour ce qui est de la lutte contre les puits acides. » C'est vous-même qui avez dit ça lorsque votre trésorier vous a promis des fonds jusqu'à concurrence de 85 millions de dollars pour combattre le problème des puits acides. Ma question est très simple et elle est la suivante. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez été en mesure d'obtenir un montant comparable de la part de votre trésorier si les circonstances s'avèrent être les mêmes pour Kimberly-Clark? Est-ce que le trésorier vous a fait une telle promesse ou pas? J'aimerais indiquer au leader de l'opposition que souvent, il a indiqué que lui-même a eu l'occasion de siéger de ce côté-ci de la Chambre et qu'a eu des décisions donc à prendre au sein du cabinet. Et il sait que ce genre de décisions, par conséquent, sont confidentielles. Par conséquent, le député sait qu'il s'agit ici d'un programme différent de l'autre. Je tiens à montrer la différence. Le gouvernement fédéral a promis quelques 150 millions de dollars à condition que les gouvernements provinciaux versent les mêmes fonds. J'ai expliqué en détail au leader de l'opposition qui, subitement, s'intéresse énormément aux questions environnementales et on pourra indiquer qu'il s'intéresse parfois à cette question et parfois à d'autres, comme il a pu le montrer à la population de Sarnia il n'y a pas longtemps. J'aimerais simplement que le député tienne compte de ceci. À l'ordre. À l'ordre. Les interventions, non, on n'a pas le droit de les faire.
Nouvelle question. Le député de York Sud. Je vous remercie. Ma question s'adresse au Premier ministre. Je me demande si celui-ci peut nous expliquer les événements au cours des 10 dernières années concernant l'usine de Kimberly-Clark. Je me demande si, premièrement, il pourrait nous annoncer qu'il y a eu une réunion qui devait avoir lieu à Terrace Bay pour parler de l'arrêté d'intervention, de la prise de contrôle. Et je me demande s'il peut expliquer la raison pour laquelle le ministre de l'Environnement, subitement et très mystérieusement aussi, a été retiré de cette cause. Et pourquoi donc on a eu une réunion des sous-ministres ou des ministres pour discuter de cette question plutôt que des autorités municipales. Pourquoi est-ce que les travailleurs de Torres Bay ne savent toujours pas ce qui se passe et ne savent toujours pas quelle est la position du gouvernement concernant leur emploi ainsi que la situation concernant la fin de la pollution concernant Kimberly-Clark? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'honorable ministre a parfaitement le contrôle de cette situation et est en charge. Il s'agit d'une situation difficile et je ne peux pas lui donner plus d'idées à ce sujet-là. Les pourparlers sont en cours. Il s'agit d'une question grave concernant l'environnement et nous traitons également de la réduction des effectifs à cette usine. Nous traitons par conséquent des deux programmes. Je ne comprends pas que vous ne compreniez pas. Franchement, la raison pour laquelle c'est difficile à comprendre, c'est que c'est l'aspect du fait que le gouvernement ne sait s'occuper du vrai problème. Or, en octobre 86, il y a eu cessation d'un programme. Donc, ce n'est pas une surprise. Cela faisait 5 ans que ceci existait. Or, le gouvernement a dû prolonger à nouveau encore. Et ensuite, on a eu des déclarations contradictoires entre le ministre, le sous-ministre et le premier ministre. Et c'est exactement ça la situation. J'aimerais demander au premier ministre s'il peut nous expliquer pourquoi il y a eu ce genre de confusion, de mauvaise gestion et de jonglage en quelque sorte d'une question très importante. Le gouvernement aurait dû s'en douter depuis longtemps et aurait dû intervenir bien avant la fin de ce programme en octobre 86. Le Premier ministre. Certainement, certaines de ces questions auraient dû être traitées autrefois, peut-être à juste titre, peut-être pas. Mais il s'agit d'un problème très compliqué. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas en discuter avec le député qui est responsable de cette région? Écoutez un petit peu CBC le matin. Ça vous éclairait peut-être. Quoi qu'il en soit, j'aimerais vous dire que le ministre de l'Environnement est parfaitement en charge de cette question. Il y a des pourparlers en cours et nous espérons trouver une solution sous peu. Et lorsqu'on trouvera cette solution, on pourra vous la donner. Et j'aimerais vous dire que moi, je connais l'historique de cette usine et je sais également l'enjeu, les emplois qui sont en jeu. Et je sais également quelle est l'envergure de ce problème de pollution. Et je tiens à vous dire que nous n'allons certainement pas présenter des excuses parce que nous tenons fermement à améliorer la situation de l'environnement dans notre province. Le député. J'aimerais simplement dire que les députés de lac Nipigon et Etobicoke Lakeshore ont déjà clairement indiqué leur point de vue sur cette question. Et s'il y a une chose que les travailleurs de Kimberly-Clark et même les cadres de Kimberly-Clark savent, c'est que s'il y a bien un député qui a toujours rappelé et qui a toujours été présent aux réunions et a toujours eu des rencontres avec la compagnie, c'est bien le député de Lake Nipigon. Alors, Monsieur le Président, la question que je pose au Premier ministre est la suivante. Quand est-ce que cet arrêté sera rendu public et est-ce que le Premier ministre peut nous assurer, parce que j'ai déjà posé la question hier, je n'ai pas eu obtenu de réponse, est-ce que le Premier ministre donc va imposer des délais et est-ce que le gouvernement va également pouvoir garantir les emplois des travailleurs de Kimberly-Clark? Eh bien, ce genre de disposition n'a rien à voir avec une garantie des emplois. Vous prenez la parole et vous dites l'environnement, les emplois, il faut tout garantir.
Or, vous-même, vous reconnaissez qu'il s'agit d'une situation complexe et nous sommes en train de œuvrer dans ce sens. Et nous allons chercher à résoudre le problème et nous allons certainement partager ce que nous allons découvrir. Je ne puis cependant vous donner une date ni exactement quelle sera la solution, mais je puis vous dire que nous prenons la situation très au sérieux et dès l'instant où nous aurons la solution, nous serons très heureux de vous la divulguer. Supplémentaire. Le ministre, semble-t-il, s'est vu couper l'herbe sous le pied de façon très grave, presque aussi grave que d'autres ministres. J'ai une question maintenant qui s'adresse au ministre de la Consommation et du Commerce. Ceci concerne la décision de la Cour de l'Ontario concernant Michael Bates. Je suis sûre qu'il est au courant de cette cause. Je me demande si le ministre peut nous dire si, oui ou non, il se sent quelque peu à l'aise parce que l'un des arguments principaux qui ont été proposés en cours, c'est que dans le fond, les demandes de l'assurance étaient raisonnables. Et on est venu à la situation que, dans le fond, la catégorisation a été approuvée et que, deuxièmement, le surveillant ou la personne en charge des taux ou des primes se sert du même système concernant la discrimination à l'égard de l'âge, du sexe et même de l'état civil. Je me demande si le premier ministre n'est pas d'accord avec moi de dire que, dans le fond, il a coupé l'herbe sous le pied de la Commission des droits de la personne parce que on traitait d'une discrimination d'après la catégorie, la classification. Le ministre, je ne suis pas du tout d'accord. Je crois qu'il y a une situation dans laquelle où le député de troisième parti sait que c'est seulement les hommes de moins de 25 ans qui ne sont pas mariés qui souffrent d'une telle discrimination. Au-delà de ces critères, personne ne souffre de discrimination. Il s'agit ici d'une situation où un jeune homme pensait qu'il s'était brimé, que ses droits étaient brimés. Or, il s'est rendu aux tribunaux et on a dit « Non, vous n'êtes pas brimé ». C'est aussi simple que ça et je ne comprends pas pourquoi vous ne comprenez pas. Supplémentaire. Le député de York Sud. Il semble que j'ai un petit accident ici avec ma chaise, Monsieur le Président. Oui, en guise de supplémentaire, Monsieur le Président, j'aimerais dire que dans le fond, il n'a pas bien lu la décision. Ce qu'on a dit, c'est que les dispositions du Code des droits de la personne indiquent que les assurances peuvent utiliser ces justifications. Mais j'aimerais demander au ministre s'il pense que c'est juste, équitable, raisonnable qu'un jeune automobiliste comme Michael Bates, qui a 24 ans maintenant, à l'époque il en avait 20, est-ce que vous pensez qu'il est juste et raisonnable que Michael Bates, un jeune homme qui n'a pas eu d'accident, qui a un bon dossier donc, qui devrait payer jusqu'à 5 fois qu'une autre personne, tout simplement en raison du fait qu'il est jeune, qu'il est homme et qu'il n'est pas marié? Est-ce que c'est quelque chose d'équitable en Ontario en 87? Non, je ne pense pas. Mais, comme vous le savez certainement, j'ai indiqué à l'industrie de l'assurance qu'à compter du 1er janvier 85, on commence à compiler des données réelles par rapport au dossier des individus et par rapport aux accidents créés. Et selon eux, on pense que cela prendra 3 ans d'obtenir ces données actuelles. Et nous allons, à partir de cela, calculer un nouveau taux. Dernière supplémentaire, le député de Welling-Thorold. Il semblerait que ça va prendre 3 ans supplémentaires par rapport aux 2 ans dont on parlait déjà. Bon, vous devez certainement vous rendre compte que le Manitoba, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique, qui ont un système d'assurance publique à but non lucratif qui fonctionne très bien, ont les mêmes taux pour toutes les catégories d'automobilistes, quelle que soit la catégorie, le sexe ou autre. Et malgré cela,
ils ont des taux qui sont de 20% inférieurs à ce que nous payons, par exemple, en Ontario pour les adultes. Et la Cour suprême a dit à propos de votre système qu'il se peut qu'il y ait certains problèmes et peut-être même savoir si on devrait continuer ce système. Ne pensez-vous pas qu'on devrait avoir un nouveau système comme celui que nous avons dans l'Ouest et ne plus comme ça voler les jeunes automobilistes? Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je suis sûr que le député Warren Thoreau serait très heureux d'apprendre que dans un rapport récent sur l'industrie de l'assurance au Manitoba, on a vu une perte dépassant 10 millions de dollars cette année. Je voudrais dire aussi que de ces 10 millions de dollars, il n'y a que 600 000 conducteurs dans toute la province de Manitoba. Seulement 600 000 conducteurs dans toute la province. En Ontario, nous avons plus de 6 millions de conducteurs. Si vous utilisez les mêmes chiffres et si nous avions un système comme celui au Manitoba, la population de l'Ontario aurait perdu plus de 100 millions de dollars cette année. Nouvelle question. Le député de Cochrane Sud. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au trésorier et je crois que le trésorier doit donner une explication. Je demande de consulter la page 23 du Hansard de hier. Ma question est celle-ci. Quand mon collègue de Brantford avait posé une question à propos de la statut de l'octroi à Exploracom, le trésorier avait dit ce qui suit. Le financement public de Exploracom va dépendre de la possibilité qu'a Exploracom de soulever des fonds semblables pour financer ces programmes à l'avenir. Mais cette question fait l'objet de révision. C'était votre déclaration à la page 23 du Hansard d'hier. Étant donné que vous avez admis, en dehors de l'Assemblée législative, que la décision a été prise environ une semaine d'éliminer les fonds à la suite du fiasco de votre parti, pouvez-vous expliquer la signification de votre déclaration dans l'Assemblée? Il est évident que je n'aime pas les adjectifs utilisés par l'honorable député et je le rejette carrément. L'honorable député doit savoir que pendant qu'on posait la question hier, la question faisait l'objet d'études. J'aurais espéré pouvoir dire que Exploracom a été averti que le gouvernement n'avait pas l'intention d'aller de l'avant avec le financement de programmes en donnant les raisons qu'on avait citées ici à la suite des questions posées par l'honorable député de Brantford. Sa question démontrait qu'il savait à quelle étape on était à ce moment et qu'en fait, l'idée de ne plus accorder de financement à Exploracom à part l'investissement initial, et étant donné que ce n'était pas possible, il apparaissait à moi, en tant que trésorier, que nous devons le dire. Si la lettre a été envoyée à ce moment et a été reçue par Exploracom maintenant, ma dernière déclaration à l'honorable député de Brantford, c'est qu'il n'y aurait pas de crédit qui serait accordé dans de telles circonstances. Il n'y avait rien qui visait à s'aimer la zizanie. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Les conséquences regrettables de toute cette question est que le trésorier a été impliqué dans toute cette affaire de divulgation de fausses informations de la question de WIDA qui s'est répétée avec Exploracom. Je crois qu'il était au courant et il avait hésité avant sa première réponse d'hier. Il savait que nous étions au courant du fait que les employés avaient déjà été avertis que le projet était escamoté. Et ce n'est qu'en réponse à la question supplémentaire qu'il avait dit que le projet a été annulé. En tant que député de cette Assemblée, je crois que j'ai droit à une explication pourquoi le trésorier avait changé l'explication qu'il
qu'il voulait donner à l'Assemblée législative et pourquoi, en dehors de l'Assemblée, il a dit que ce projet a été annulé et que la décision a été prise il y a une semaine. L'honorable député de Brantford avait toute l'occasion nécessaire pour poser des questions. Les informations que j'ai données à la question du député de Brantford, c'est qu'il n'y avait pas de crédit qui allait être accordé. Maintenant, les représentants de la presse ont posé des questions et j'ai donné une réponse. Et pendant que vous étiez endormi, tout comme le député de Cochrane Sud l'est, la presse a poursuivi cette question et j'ai répondu à la question. Le fait est, ce que j'avais indiqué à la Chambre, c'est que la question faisait l'objet des discussions. La lettre n'avait pas été envoyée à Exploracom à ce moment. En fait, il y a eu une hésitation qui a été remarquée par l'honorable député et c'était approprié. La lettre n'avait pas encore été expédiée et je croyais que ce n'était pas juste d'annoncer à la Chambre cette décision avant que Exploracom ait été averti. Nouvelle question, le député de Welland-Thorold. J'ai une question destinée au ministre des Institutions financières. Je voudrais tout simplement dire qu'il a écouté le discours des compagnies d'assurance si longtemps qu'il ne sait rien à propos de l'assurance automobile. Il doit savoir qu'ils ont gagné 70 millions de dollars au cours des dernières 5 années pour des dépenses de 10 millions de dollars. Par conséquent, ils ont des revenus nets de 60 millions de dollars. La question que j'aimerais poser au ministre, c'est, je voudrais lui parler du cas de Direct Towing, de Tony Saloni de Hamilton, qui sont propriétaires de Direct Towing. Ils ont vu le tarif d'assurance passer de 7 000 $ à 12 000 en 86 et à 37 000 $ en 87, même s'ils n'avaient fait de demande de réclamation de l'ordre de 170 000 ou 1 700 $. Ne pensez-vous pas qu'il est temps d'intervenir et présenter et empêcher ce type d'augmentation? Qu'avez-vous l'intention de faire à la suite de telles pratiques par les compagnies d'assurance? Monsieur le Président, le député de Welland-Thorold ne cesse de poser la même question. Peut-être pas quotidiennement, mais certainement hebdomadairement. Nous étudions ces questions. Nous avons beaucoup de gens qui étudient ce problème et je peux lui assurer que nous allons résoudre ce problème et les problèmes des autres personnes. Bien sûr, Monsieur le Président, ce n'est qu'un des 10 000 problèmes qu'on porte à l'attention du ministre. Dernière question supplémentaire. Oui, notre personnel essaie de vous ouvrir les yeux, mais sans succès. Quand ils doivent déposer des plaintes, on leur explique qu'il y a environ 600 autres personnes qui font la même chose. D'autres personnes ont parlé de 350 personnes. Ne pensez-vous pas que le système d'assurance par les compagnies privées ne remplit plus ses fonctions et que les compagnies d'assurance gouvernementales comme celle de Manitoba fonctionnent beaucoup mieux? Monsieur le Président, je voudrais rappeler la déclaration que j'ai faite plus tôt. Avant d'engager ce gouvernement et la population de l'Ontario à un facteur de coût qui va dépasser 100 millions de dollars, nous voulons nous assurer qu'il s'agit bien du meilleur système pour la population de l'Ontario, que cela va servir à nos besoins. Si nous n'avons pas cette assurance, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Nouvelle question, le député de Brantford. Monsieur le Président, j'ai une question destinée à l'auteur de la pagaille Exploracom, le Premier ministre. Je voudrais lui parler de la déclaration faite au reporter hier quand on a dit que le gouvernement a décidé, après une étude approfondie, qu'Exploracom va connaître des problèmes financiers
et les revenus projetés par Exploracom n'étaient pas réalistes, le projet ne pourra pas s'autofinancer lui-même. Compte tenu de ces faits, est-ce que le Premier ministre veut bien élucider ce mystère et nous dire pourquoi il a pris un engagement en public de 17,5 millions de dollars il y a environ un an, alors que toute étude avait démontré que ce projet n'était pas réalisable. Ce projet aurait pu être réalisable. C'était un concept excellent. La question, c'est que les crédits n'étaient pas disponibles. L'engagement en principe a été fait sous la condition que certaines choses devaient avoir lieu, et ces choses n'ont pas eu lieu. Question supplémentaire. Est-ce que le Premier ministre ne se rend-il pas compte qu'en prenant un engagement rapide à ce projet sans études appropriées et qu'en retirant son soutien à ce projet, la province risque d'être poursuivie? Et je me demande si le Premier ministre peut nous indiquer quel conseil légal il avait reçu à ce sujet. Est-ce qu'il sait si M. Schwartz ou ses employés ne vont pas poursuivre la province de l'Ontario? Est-ce que les contribuables de cette province seront passibles de dommages et intérêts des employés d'Exploracom? Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans de telles circonstances. Vous pouvez tirer d'autres conclusions. Nous devons étudier cette situation et prendre la décision qui sera dans les meilleurs intérêts des contribuables. Je peux vous dire que si les circonstances étaient favorables, ce projet aurait pu marcher. Mais peut-être vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas, qu'au sein du gouvernement, nous devons parfois prendre des décisions difficiles et c'est ce que nous avons fait. À l'ordre. Nouvelle question. Dans sa réponse au député de York Sud, pendant qu'on lui posait la question à propos de Kimberly Clark, le Premier ministre parlait du fait qu'il allait rendre public l'arrêté d'intervention quand on va décider d'intervenir. Je voudrais dire au Premier ministre qu'en octobre dernier, le ministre de l'Environnement avait émis un communiqué de presse parlant d'une prolongation de l'arrêté d'intervention et qu'il va confier cette tâche à une firme d'experts comptables. Je me demande au Premier ministre s'il sera très content, s'il pourrait quand même rendre public les arrêtés. Je pourrais demander au ministre de l'Environnement de répondre à cette question. Le ministre de l'Environnement, je suis toujours très heureux de répondre aux questions de mon collègue, la députée de Lakeshore. Comme elle sait très bien, ce dont parlait, il s'agissait plutôt d'une analyse financière effectuée par des vérificateurs et qu'une bonne partie de ces renseignements ont déjà été rendus publics et qu'en fait, on a révélé que la compagnie a perdu de l'argent dans son usine de Terrace Bay, un montant considérable, et sur le plan du Canada, il ne réalise pas de profit et que sur le plan international, il réalise des profits. Je crois que c'est important qu'on soit au courant de ces données. Il peut y avoir des renseignements plus spécifiques. Peut-être le député ne le sait pas. Peut-être qu'elle le sait, qui concernent certains aspects confidentiels. J'ai pas de problème à ce sujet. D'après ma propre évaluation, c'est peut-être que la compagnie n'a pas l'intention de révéler tous les détails concernant le fonctionnement interne. Mais je peux dire à l'honorable député que l'information a été rendue publique depuis quelque temps déjà. C'est très bien pour le ministre de dire que l'information a déjà été rendue publique, mais j'aimerais bien la recevoir moi-même. Et j'ai reçu un communiqué de presse en octobre
émanant du ministère et je crois qu'on devrait rendre publique cette vérification comme on l'a promise. Je me demande s'il peut confirmer, c'est une des conditions pour cette vérification, c'est que c'est une condition imposée par la compagnie que la vérification ne va pas être rendue publique. Et comment est-ce qu'il peut le justifier? Je crois... OK, le député va me montrer une copie de ce communiqué de presse. Je voudrais simplement le revoir parce que je ne pense pas que le député a l'intention de présenter de fausses informations à la Chambre. Je voudrais tout simplement avoir l'occasion de lire ce communiqué de presse. Monsieur le Président, oui, après la fin de cette vérification, vers la fin de novembre, le ministère va décider quelles mesures devraient être prises. Ces exigences vont inviter la participation du public. Je ne pense pas qu'il parle de vérification. Je crois qu'on a reçu des informations très importantes qui nous ont beaucoup aidés. Je ne pense pas que le député aimerait tirer des conclusions déroutantes. Je fais confiance à tout le monde dans cette Chambre, même le député de Thunder Bay. À l'ordre. Nouvelle question. Le député de Brampton. Monsieur le Président, un certain nombre de personnes du troisième âge qui sont membres d'un club que nous avons à Brampton. J'aimerais poser ma question au ministre responsable des personnes âgées. Je voudrais savoir s'il va y avoir une mise à jour du rapport du comité consultatif pour les personnes âgées. À l'ordre. À l'ordre. Les honorables députés ne font que perdre leur temps. À l'ordre. Réponse, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre. Maintenant que nous avons l'attention des députés de l'opposition, je serais très heureux de pouvoir répondre à la question de l'honorable député de Brampton. En fait, le conseil consultatif pour les personnes âgées qui existe depuis bientôt 12 ans a établi un certain processus et je peux dire aux honorables députés que mes recommandations au Premier ministre, c'était que le Conseil continue d'exister et que le Conseil remplit des fonctions très utiles pour les personnes âgées. Il apparaît que les honorables députés de l'opposition ne sont pas intéressés d'apprendre quoi que ce soit concernant les personnes âgées. Comme question supplémentaire, je voudrais dire que j'ai été informé par un club de personnes âgées qui savent qu'il y a de nombreuses personnes âgées qui habitent dans la région du Nord. J'aimerais savoir si le Conseil consultatif a rendu visite à cette région et quelles sont leurs conclusions. Eh bien, Monsieur le Président, avant cette année, c'était pas Je veux parler de avant l'année 86. Le Conseil consultatif n'avait pas l'habitude d'effectuer des voyages. En fait, la plupart des réunions étaient tenues à Toronto. Je voudrais dire que ce comité comprend des membres qui viennent d'un peu partout de la province, de l'Est, du Sud-Ouest de l'Ontario et aussi de la région métropolitaine de Toronto. Toutefois, au cours de l'année passée, j'avais décidé que ce serait sage de les encourager à voyager un peu pour la simple raison que je leur avais confié un certain nombre de tâches. Par exemple, je voulais
qu'on fasse une enquête sur le besoin dans le domaine du transport pour les personnes âgées. Je voulais avoir un rapport sur la façon par laquelle on peut aider les patients, les gens, les familles qui comprennent des patients qui souffrent de la maladie d'Alzheimer et aussi des cas d'abus, de mauvais traitements. C'est pour cela qu'au cours de la dernière année, ils ont voyagé dans la région de Kitchener-Waterloo et dans la région de Kirkland Lake il y a environ 4 mois. Nouvelle question. Le député de Brantford. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre à propos du Conseil de haute technologie. Après l'annonce avec grand farfare du Conseil de technologie, le Conseil a fait une déclaration concernant Exploracom. Ensuite, on a parlé des octrois des universités dépassant 100 000 $. Autant qu'on puisse savoir, c'est là l'étendue des activités de ce Conseil. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre pourquoi, si un contrat de consultation a été accordé à une compagnie américaine qui s'appelle Telesys et qui a été annoncé et à Canada Consulting Group. Vous avez raison, il y a un contrat qui a été accordé à Telesys à la suite d'un appel d'offres. On voulait obtenir une vue globale de toute l'économie de l'Ontario. Eh bien, l'honorable député pense que ce n'est pas important. C'est intéressant que les gens qui sont membres de ce conseil s'intéressent beaucoup à ces activités. Ils sont beaucoup intéressés par le centre d'excellence et suscitent beaucoup d'intérêt dans les universités. Par conséquent, le Conseil fait exactement ce que nous avons voulu qu'il fasse, c'est-à-dire aider le gouvernement à établir des politiques et étudier des stratégies à long terme. Je sais que mes honorables collègues ne pensent qu'à court terme, mais je peux vous dire c'est un engagement qui va durer 10 ans et c'est très important pour l'économie de la province. Supplémentaire, en guise de supplémentaire, Monsieur le Président, j'aimerais dire au Premier ministre que nous tous ici, nous nous préoccupons beaucoup du développement technologique dans la province et il semble qu'il y a un manque de succès à ce niveau à cause de ce gouvernement. Est-ce que le Premier ministre pourrait nous indiquer pourquoi, lorsque le ministre de Technologie a effectué le 18 décembre une déclaration qui a su mettre à jour les députés concernant les travaux du Conseil, n'a jamais parlé d'un contrat de $1,5 million pour la consultation? Est-ce qu'il peut également nous indiquer pourquoi, lorsqu'il a répondu à une question au feuilleton du député des députés, pourquoi, lorsqu'on vous a posé une question concernant cette situation, vous n'avez pas non plus parlé de ce contrat de $1 million? Est-ce que le Premier ministre pourrait nous parler aussi de ces personnes de très haut calibre qui vont œuvrer donc sur ce programme? Pourquoi on a donc décidé qu'il fallait avoir un contrat de cette envergure? Le Premier ministre. Mon honorable collègue essaye de créer une situation grave là où il n'y en a pas. Il effectue également des accusations. C'est pas du tout dans la bonne voie. Et je puis indiquer que nous avons certainement, par le truchement de ce contrat, obtenu certaines idées, des directions, des idées plus précises concernant l'économie de l'Ontario. C'est un contrat qui a fait l'objet d'un appel d'offres, comme vous le savez, et ce que vous insinuez plutôt que dans le fond, il y a une situation beaucoup très grave ici est tout à fait erronée. Moi, au contraire, je me réjouis beaucoup à la perspective de voir ce que ce contrat aurait à offrir, tout comme les membres du Conseil. Il s'agit d'une chose, d'un programme à long terme et qui, dans le fond, pourra certainement venir en aide à l'économie, voir quels sont nos points forts, nos points faibles. Nous essayons de nous
tourner vers l'avenir et non pas regarder en arrière. Nous sommes certainement fort heureux vis-à-vis d'une telle perspective et certainement, je vais vous dire maintenant, comme je l'ai dit dans le passé, il ne faut pas attendre à des miracles immédiats ou des résultats immédiats. Je l'ai déjà dit. Nouvelle question. Ça, on s'y attendait. On le sait déjà. Député de Sudbury East, je m'adresse au ministre des Instituts correctionnels. S'il veut bien nous écouter. Étant donné que Sudbury Sud a offert des terrains, étant donné qu'il y a des services psychiatriques offerts à l'hôpital d'Algoma, étant donné que l'université offre des travailleurs sociaux, étant donné qu'il y a 9 000 chômeurs dans la région de Sudbury, est-ce que le ministre peut me dire pourquoi, après une année de pourparlers et beaucoup de déclarations concernant l'amélioration des services dans le Nord, est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi on n'aura pas la création de tel institut au cours des prochains mois dans la région? Le ministre, certainement, il se rend compte qu'il ne faut pas faire de déclaration avant d'avoir le rapport du personnel qui a été embauché pour effectuer ces travaux. Nous avons une étude qui a été effectuée par notre personnel et je dois obtenir un rapport d'ici la fin janvier qui va passer en revue toutes les questions concernant le dit site, car nous examinons la possibilité pour 12 sites à Sudbury pour une telle installation. Nous nous attendons à obtenir le rapport d'ici fin janvier. Je pense que d'ici mi-février, je serai en mesure de vous indiquer le site choisi. Supplémentaire, député de Nickel Belt. Supplémentaire. Autrement dit, ce que nous dit le ministre, c'est qu'avec certitude qu'un tel centre de traitement sera dans la région de Sudbury et non pas ailleurs, dans le nord de l'Ontario. Est-ce qu'il pourra nous dire pourquoi il n'est pas prêt à faire une déclaration ferme? Parce que, par exemple, une municipalité dans ma circonscription, Belford, a déjà parlé du fait qu'il existait d'autres possibilités et on a parlé également de Falconbridge qui serait offert également. Pourquoi le ministre s'est-il décidé? J'ai indiqué que j'allais faire une déclaration d'ici la mi-février. Je crois que c'est un délai raisonnable. Comme nous étions prêts à effectuer une déclaration en juin dernier et les résidents s'y sont opposés, j'aimerais également indiquer que dans le Sudbury Star, dans le journal d'hier, on a émis certains propos qui certainement n'aident pas ou ne facilitent pas la tâche de trouver le site dans la région. Nouvelle question. Non, il n'y a pas de supplémentaire pour les députés de Sudbury East. Pas pour l'instant. Nouvelle question, le député de Kent Elgin. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Le ministre de l'Environnement c'est que le premier ministre du gouvernement se fait l'hôte d'un groupe des États-Unis aujourd'hui, en l'occurrence le vice-président M. George Bush, et on va discuter certainement de la question des pluies acides. Or, il me semble qu'hier, le ministre s'est rendu à Ottawa pour discuter avec ses homologues. Est-ce que, Monsieur le ministre, vous pouvez nous dire ce de quoi il a été question dans cette réunion afin de voir comment on peut veiller à nos intérêts pour le Canada? Le ministre, la réunion hier à Ottawa, je réponds à la question de Ken Elgin, on a discuté de diverses questions et l'une des principales questions a été les pluies acides. Moi, je pense que cette réunion a été fort fructueuse et que les personnes qui ont participé à cette réunion tenaient absolument à ce qu'on ait un programme pour le Canada. Et je sais que le ministre au niveau fédéral tient absolument à ce que cette situation soit remédiée. Et je crois que nous pouvons dire qu'au Canada, nous avons bel et bien un Canada et que nous voulons, par exemple, faire quelque chose pour 50% et qu'en Ontario, on va essayer de réduire à 60% la contamination, par exemple, pour le dioxine, et donc 60% pour l'Ontario en général.
Nous avons également aujourd'hui l'intention d'indiquer à nos collègues américains quelle est notre situation ou notre position. Et certainement, on va pouvoir transmettre nos propos à M. Bush. Aujourd'hui, on a indiqué que la question qui chicotait le plus les Canadiens était la question de l'environnement. Seriez-vous d'accord, Monsieur le ministre, qu'en Ontario et au Canada aussi, nous pensons qu'il faut absolument raffermir notre politique canadienne face aux pluies acides avec les États-Unis? En guise de réponse au député, je crois qu'à l'origine, lorsque cette question des pluies acides a été soulevée, nous avons vu qu'il y avait deux possibilités pour parler avec les autorités américaines. Au sommet l'année dernière, la réaction première a été de faire preuve d'optimisme, que peut-être on pourra effectuer des progrès. Moi, je pense que le premier ministre à l'époque a essayé d'obtenir une promesse de la part du président des États-Unis pour faire quelque chose face à ce problème des pluies acides. Malheureusement, et d'après ce que je pense, c'est là mon opinion, c'est que les États-Unis n'ont pas su tenir parole, en quelque sorte, face à la promesse faite au premier ministre. Et j'ai soulevé cette question, c'était ma première question, pendant la réunion, et le ministre fédéral a indiqué qu'il était, dans le fond, très déçu par le progrès effectué dans cette voie. Et je crois que l'intérêt porté par le ministre fédéral est fort intéressant et je crois que c'est déjà la preuve que l'on est plus dur vis-à-vis des États-Unis. Merci, député Lewandowski. J'ai une question qui s'adresse au premier ministre. Quelle est votre politique concernant la fumée secondaire du tabac ou la fumée du tabac dans le lieu de travail et à la maison? En tant qu'ancien fumeur invétéré, je ne comprends vraiment pas. Je crois que le ministre a parlé de certaines initiatives que nous prenions en ce moment. Il y a toute une gamme de possibilités et nous allons certainement divulguer tout renseignement que nous avons à ce propos supplémentaire. Souvent déjà, Monsieur le Premier ministre, j'ai essayé d'obtenir de la part de vos ministres l'opposition face au projet de loi 71 concernant le tabagisme. Or, aujourd'hui, ni le ministre de l'Environnement, de la Santé, de l'Industrie ou d'autres ministres ne se sont opposés au projet de loi 71. Or, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, 35 personnes vont mourir à cause des effets de la fumée secondaire. Est-ce que la seule raison pour laquelle vous ne voulez pas appeler en troisième lecture le projet de loi 71, qui d'ailleurs prendrait que 20 minutes, est une raison uniquement politique? Pensez-vous pas sincèrement que vous, en tant que Premier ministre de cette province, devrez faire preuve de leadership? Le Premier ministre. Je n'interprète ça pas du tout de la sorte. J'aimerais rappeler aux députés que déjà plusieurs fois, on en avait discuté autrefois et l'honorable député faisait partie de l'administration. On l'avait déjà fait une fois. Et c'était manifestement bien avant mon époque. Par conséquent, ce n'est pas une objection, ce n'est pas du tout parti pris. Et je suis sûre que vos préoccupations vont toucher tous les députés de tous les partis. Étant donné tous les droits qui sont en question ici, le député de Riverside. Oui, ma question s'adresse au ministre du Commerce et de la Consommation. Je demande s'il peut nous mettre à jour concernant l'enquête concernant le bar de Million Dollar Saloon à Windsor qui a demandé un permis d'alcool et que manifestement, ce bar a des liens avec un Anthony Cowan qui avait une maison de débauche
il a été accusé et inculpé de ce crime et également auparavant, quelques années auparavant, il a été accusé de trafic de drogue. Je me demande comment une personne qui a un tel dossier a le droit d'obtenir un permis d'alcool et que dans le fond, ça pourrait accroître les problèmes dans la ville de Windsor. Le ministre, vous saurez que dans le fond, c'est la sœur de cet homme qui a demandé le permis. Et j'ai déjà examiné cette question et j'ai demandé à la régie de mener une enquête. Et le président m'a indiqué que d'après son mandat, il ne peut fouiller au fond des choses. Et ça, j'aimerais également examiner. Supplémentaire, comment est-ce que le ministre peut dire que M. McCowan n'a pas de participation directe, qui n'est pas propriétaire, du moins en partie, de ce bar lorsqu'il a quelques 70 000 $ pour pouvoir l'acheter et que dans le fond, il y a eu beaucoup à faire dans l'achat et dans l'hypothèque de cet établissement. Comment peut-il dire que M. McCallum n'a pas une participation ou un intérêt direct dans cet établissement? Comme on devrait s'assurer que cet homme ne peut pas ouvrir un autre établissement de débauche dans la ville de Windsor. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas son nom qui figure sur la demande du permis d'alcool. Nous allons néanmoins examiner la situation et voir ce que nous pouvons faire. Nous l'avons dit de façon publique. J'ai demandé au président de la Régie des alcools de mener une enquête et celui-ci m'a dit qu'il se peut qu'étant donné son mandat, il ait des problèmes. Si tel est le cas, je crois que son mandat devrait être changé et je crois que c'est à nous qu'incombe la responsabilité de nous assurer que toute personne qui obtient ce genre de permis d'alcool sont des personnes tout à fait qui font preuve de bonne moralité. Le temps pour les questions.